Moi, j'aime beaucoup ça chez Elie Bilobé. C'est un aboyeur. Mais je pense que quand on est un aboyeur, on doit aussi parfois être raisonnable et respecter le champ de la compétence de chacun. Lui-même, en tant qu'homme politique, a déjà décrié à plusieurs reprises l'inefficacité de l'action politique telle qu'elle est menée aujourd'hui. Comment peut-il, dans le même temps, sans être contradictoire, penser que là où les professionnels de la politique n'y arrivent pas, c'est-à-dire à se fédérer pour pouvoir mener une action commune, ça va être un petit groupe de syndicats, de chercheurs qui, eux, vont réussir à changer ce qu'il a prononcé le nom tout à l'heure et d'autres encore n'arrivent pas à faire depuis longtemps. J'ai du mal à comprendre. D'un régime qui nous gouverne mal depuis 43 ans. Ce n'est pas la lutte pour que vous ayez vos indemnités de recherche. Ça fait 43 ans que les indemnités de recherche, que la recherche n'est pas suffisamment financée. Ça fait 43 ans qu'il y a plein d'organes de recherche ici. Certains ont même disparu, etc., etc. Comment ça s'appelait? Le machinisme agricole, le Centre national, le cinéma. Il est où? Le cinéma, c'était un institut, un organe qui devait faire la recherche pour le machinisme agricole. C'était bien les chercheurs, non? Ils ne se plaignent pas de la disparition de ce centre. Ils se plaignent qu'on ne leur doit pas donner l'argent. Effectivement, l'homme politique que je suis, je ne peux pas être neutre ou regarder froidement les gens qui ne parlent que de l'argent. On fait comme si on vous donne l'argent, vous aurez les résultats. Mais il faut leur donner l'argent. Non, il est revendiqué. C'est pour ça que vous avez entendu certains dire ici que le classement à l'international, oui, le Cameroun a chuté, n'est pas tributaire de votre rémunération. Et c'est pertinent. Je suis physicien de formation. Ce n'est pas parce qu'on me paye mal que je ne vais pas comprendre les équations scientifiques et leur champ d'application, ou les opportunités que certaines équations nous donnent. Cette corrélation, vous croyez que quand les Pascal, quand les Descartes, quand tous ces physiciens du 19e siècle cherchaient et trouvaient, ils étaient bien payés? C'est leurs travaux qui ont augmenté le niveau de richesse de leur pays. Donc si vous pensez a priori qu'il y a une richesse a priori que vous n'avez pas produite, qu'on doit vous redistribuer pour produire de la richesse, il y a là une espèce de syllogisme qui ne marche pas bien. Donc c'est pour dire que ce n'est pas le bon moment. Vous avez de vieux, et ça c'est typique des Camerounais. Ils ne se rendent compte qu'ils sont mal gouvernés que quand leurs intérêts individuels, M. Kanté est devenu opposant quand il s'est rendu compte qu'on l'a enlevé du gouvernement. On va l'enlever du gouvernement. Il y a quelqu'un qui vient de perdre son pari. Encore perdu. Tu as encore perdu le pari aujourd'hui. J'ai encore perdu. Mais tu ne peux pas perdre le pari. Non, le pari. Puisque vous-même, dans vos différents développements ici, vous avez suspecté l'instrumentalisation des chercheurs. En disant, Madame le ministre pense que ceux qui veulent gréver dans son département, c'est ceux qui sont proches de l'opposition. Mais lui, il n'a pas dit, il n'a pas prononcé. Oui, mais il a dit que le ministre le dit. D'accord. Il énonce même, le ministre, elle énonce même des organes de presse qui portent ces revendications de façon tonitruante parce que nous sommes à la veille des élections. Et moi, je me plains. Parce que c'est ça que j'ai appelé le désordre dans la lutte. Parce que la revendication sectorielle n'est pas une revendication nationale. C'est une revendication d'un petit groupe d'individus. Elle peut être légitime, elle peut être fondée. Mais si vous venez la fondre à un moment donné dans des revendications générales qui portent sur la qualité de la gouvernance qui, elle, doit s'intéresser à tous les secteurs, vous faites désordre. Donc je demande à tous ceux qui sont proches de l'opposition, qui sont en train d'organiser cette grève-là, que vous n'avez pas grévé l'année dernière, pourquoi? Vous n'avez pas grévé il y a 2 ans, pourquoi? En 2018, vous n'avez pas fait à la veille des élections votre mouvement de grève, pourquoi? Merci Libé Robert. Laissez-moi chuter. Non, vous êtes en train de chuter. Laissez, je chute très bien. D'ailleurs, notre collègue disait souvent qu'il ne chute pas. Il fait quoi? Il ne chute pas. Sans vous briser les... Voilà, il ne chute pas, il termine.
Terminé alors. pour dire que il faut savoir raison garder, organiser le moment de la lutte collective qui doit se distinguer de la lutte pour des intérêts catégoriels. D'accord. Comprenez? Est-ce- Et ça gâte notre lutte. Le fait de venir à 7 mois des élections, vous attaquez au gouvernement parce qu'il n'a pas payé ceci, il n'a pas payé cela, ça tourne autour de l'argent, etc. Ça ne tourne pas autour de la construction Merci. des centres de Merci. recherche, ça ne tourne pas autour de la construction On va arriver à la des question. laboratoires, ça tourne autour de la partie qui entre dans vos poches. D'accord, d'accord. Est-ce que ces raisonnements-là n'amèneraient pas ceux qui gouvernent aujourd'hui à croiser tranquillement leurs bras et à dire que ça va, eux-mêmes ils ont réglé le problème parce qu'on estimait que c'est sectoriel, ils ne doivent pas venir, le moment n'est pas bon, c'est les élections, est-ce qu'ils ne sont pas manipulés par l'opposition? Est-ce que ces attitudes-là n'amèneraient pas les gens qui gouvernent et qui doivent trouver des solutions, qui doivent appliquer un décret 2023 à croiser les bras? Vous savez, dans le rugby, Vous jouez au rugby, vous? il y a une catégorie de personnes, une activité qu'on appelle les aboyeurs. Oui. Et quand je le dis, ça n'a absolument C'est pas péjoratif. rien de péjoratif. Voilà. Ce sont ceux qui incitent, vous voyez, les autres, et qui par leur présence essayent de pousser les autres à l'effort, au dépassement. Moi, j'aime beaucoup ça chez Elimbi Lobé. C'est un aboyeur. Mais je pense que quand on est un aboyeur, on doit aussi parfois être raisonnable et respecter le champ de la compétence de chacun. Lui-même, en tant qu'homme politique, a déjà décrié à plusieurs reprises l'inefficacité de l'action politique telle qu'elle est menée aujourd'hui. Comment peut-il, dans le même temps, sans être contradictoire, penser que là où les professionnels de la politique n'y arrivent pas, c'est-à-dire à se fédérer pour pouvoir mener une action commune, ça va être un petit groupe de syndicats, de chercheurs qui, eux, vont réussir à changer ce qu'il a prononcé le nom tout à l'heure et d'autres encore n'arrivent pas à faire depuis longtemps. J'ai du mal à comprendre. On ne doit pas confondre l'action collective et l'action publique. L'action publique, c'est les hommes politiques qui ont la possibilité d'influer là-dessus pour conduire éventuellement par la synergie de leurs efforts à faire en sorte que le gouvernement tombe et qu'il propose une alternative crédible. Ils n'y arrivent pas. Moi, j'ai envie de lui demander, comme ils n'y sont pas arrivés avant, et comme d'après ce que le pronostic que lui-même il fait, il y a très peu de chances qu'ils y arrivent dans quelques mois. Les autres, tout le monde doit donc rester statique et ne rien faire. Je ne comprends pas ce raisonnement. Il faudra donc me donner la parole Donc, pour que je lui explique mon raisonnement. Donc, laissez chacun. Si on ne peut pas trouver une synergie, une action collective, laissez au moins s'exprimer les actions individuelles ou catégorielles, comme on dit quelque à part, jusqu'au moment où peut-être elles finiront un C'est-à-dire jour. laisser le D'accord. désordre. Où elles Par finiront le désordre, nous arriverons au résultat. Vous savez qu'avec ce genre de raisonnement de désordre, c'est ainsi qu'on a fait pour avoir la loi de 2014, qui fait aujourd'hui que si vous revendiquez même simplement et que vous allez dans la rue, on va considérer que votre revendication crée le désordre et donc est susceptible d'être qualifié de l'ordre terrorisme. public. Tout à fait. Pas De terrorisme, ordre la loi sur le public. terrorisme. C'est la loi sur le terrorisme. Oui. Avec ce genre de raisonnement-là, on a le droit, monsieur Elimbi Lobé, parce que c'est inscrit comme tel dans la Constitution. L'action syndicale est une action normale et il n'y a pas d'action syndicale s'il n'y a pas de désordre. Donc si vous pensez que on va faire le désordre quand tout le monde est bien tranquille chez soi, là on a le droit de revendiquer, vous avez la peau du ventre bien tendue, vous n'avez aucune perspective, aucune crainte pour l'avenir, alors à ce moment-là, si vous dérangez personne, vous êtes autorisé à faire, ce n'est pas ça du tout. D'accord. Et c'est d'autant plus vrai que même les tenants de l'ordre absolu ont prévu la liberté syndicale. Voilà. Donc, c'est une chose qu'il faut pouvoir admettre déjà comme telle. Quand on est un républicain, et je ne doute pas du tout de votre caractère républicain, je n'en doute pas une seule seconde. Seulement, je considère que vous l'exprimez parfois de façon tellement contradictoire que je ne sais pas si vous-même vous comprenez, mais nous, de l'extérieur, on ne comprend plus Vous rien. savez, les choses justes ne Maintenant, sont jamais faciles à Je comprendre. ne dis pas que ce n'est pas juste, C'est mais pour ça qu'il faut que je vous réponde. il va falloir que vous me répondiez, parce que j'ai vraiment besoin de comprendre. Oui, oui, D'accord. tout à fait. Il Je va me rends répondre compte à l'heure, que vous mais n'avez pas merci. compris. Il n'y a pas eu, ils n'ont pas attendu qu'on s'entende bien. Moi, j'ai la chance de là où je suis, d'être parfois au confluent des difficultés de la vie des hommes de tous les jours. Et je sais qu'ils m'ont convoqué, ils m'ont invité gentiment, je crois l'année dernière, à la fin de l'année dernière,
à des assises qu'ils avaient menées, je pense que ça devait être quelque part à Colbison, où j'avais assisté, et où ils posaient déjà leurs problèmes depuis l'année dernière. Et j'incline à penser au travers de l'ensemble de ce que j'ai pu voir lors de cet échange, ils ne m'ont pas constitué comme avocat, donc je peux en parler librement, qu'il y avait déjà d'autres actions qui avaient été entreprises auparavant. Donc, si on peut éventuellement riper sur le fait que le moment où il oppose peut éventuellement être aussi l'un des éléments du message, entendons-nous très vite, ils n'ont pas attendu le 14 avril pour pouvoir poser le problème qui existait déjà depuis longtemps. D'accord. Alors, bonjour à vous sur le plateau et bonne fête de Pâques. Le sujet sur la recherche scientifique interpelle la majorité des étudiants, vu que les thèses de doctorat sont fermées. Comment favoriser la recherche quand les chercheurs sont bloqués? Quelles sont les raisons de fermeture des thèses de doctorat? Ça, on en parlera. On prendra cet angle une autre fois. La bonne recherche a des coûts importants. Je suis étonné de ce que j'entends. Elimbi parle d'une recherche primaire qui pour lui nécessite minimalement une connexion Internet pour la mener. Non, la recherche va bien plus loin que ça. Il faut des laboratoires, des spécimens, entre autres, des déplacements en voyage. Lui, il a fait physique. Combien de fois il est allé dans un laboratoire et quels étaient les standards? C'est quoi cette manière de toujours tout politiser? Bonne suite, c'est le plus 33, je vois que ça vient du côté de la France, ce n'est pas signé. Bonjour le panel, c'est bien d'interroger la question de la grève dans le champ politique, mais un employé qui n'est pas payé donne confiance à son employeur jusqu'à ce que sa situation devienne intenable. C'est assez long, on ne pourra pas parcourir tout cela et surtout que le message n'est pas signé et essayer de signer pour qu'on l'échange, l'interaction soit plus claire. Bonjour, que ce soit les chercheurs, les enseignants ou les infirmiers, le traitement salarial est mauvais. Avec ce régime, un contractuel niveau licence qui travaille depuis 2013 touche un salaire de moins de 160 000. Tout est fait pour maintenir les gens dans la pauvreté. C'est Eric qui envoie ce message. Quelqu'un demande que vraiment ils revendiquent quoi? Dès qu'ils parlent de recherche, là, ils ont déjà trouvé quoi? On n'entrera pas dans ce domaine-là. On n'entrera pas. C'est deux problèmes vraiment en réalité. Parce que j'ai peur. Il n'y a pas un problème de salaire. Ouais, il n'y a pas un problème de voilà, salaire. il n'y a pas un problème de salaire ou de traitement. Ils demandent tout simplement une allocation. Oui. Et ça pose deux problèmes. Allocation financière trimestrielle. Tout à fait. Ça pose deux problèmes. Le premier, c'est l'égalité de tous. La première chose. Si c'est valable pour certains, pourquoi ça ne l'est pas alors qu'ils font la même chose? Et la deuxième chose aussi, qu'ils le disent peut-être pas très fort, mais qu'il faut aussi comprendre au travers de leurs revendications, c'est que cette allocation, quel que soit le nom qu'on lui donne, est toujours un plus sur le salaire. Et la recherche, ce n'est pas comme l'épicerie. Quand vous avez collecté les œufs de votre poule dans le poulailler, vous savez que vous allez les vendre aussi. Vous avez acheté à 30 francs, vous allez les vendre à 50 francs, ça vous fait une plus-value de 20 par œuf. La recherche, vous pouvez dépenser dans la recherche à fond perdu. Ce n'est qu'un jour, accidentellement, que vous allez entendre dire que dans un coin perdu du Cameroun, quelqu'un, à partir de tel ou tel travaux de recherche, a réussi à faire telle découverte. Donc, il n'y a pas là-dedans, c'est à la fois des éléments personnels, mais aussi des éléments de la modernisation, comme ça a été dit. Merci, maître. Voilà. C'est clair là. Nous sommes pressés de sortir. Je n'aurai pas suffisamment le temps, malheureusement, de permettre à Maître Assira de comprendre ce qu'il dit. Allez à l'essentiel. Il va comprendre. Allez à l'essentiel. Mais il sait au moins qu'il y a une sagesse élémentaire qui dit que dans nos patois, ici, ma calcul, ma plan. C'est-à-dire que la lutte, c'est une stratégie. Il sait aussi qu'il y a une autre pensée, une sagesse de bien ancienne, qui dit que c'est l'union qui fait la force. Vous avez entendu le discours d'Assira? C'est justement ces discours qui ont proliféré, qui ont entraîné l'inefficience de l'opposition. C'est-à-dire que, au lieu de s'opposer pour que notre pays soit bien gouverné, les gens, comme Assira, encouragent que les gens s'opposent pour qu'on règle leurs problèmes de salaire. Dès qu'on a réglé notre problème dans notre corporation de secteur, c'est terminé. C'est ce qui a amené la dispersion dans l'opposition. On se bat pour soi-même. Et on n'y arrive pas justement pas parce que les hommes politiques n'ont pas fait leur boulot. C'est parce que la culture de l'intérêt général
a disparu au profit des intérêts catégoriels et finalement de l'intérêt individuel. D'accord. Si je suis bien traité dans mon petit coin, je ne regarde plus ce que Jean-Jacques Zé vit là-bas. Mais moi, je vous parle de la mauvaise gouvernance dont les chercheurs sont victimes. On a réglé leurs problèmes ici, c'est l'implémentation qui ne marche pas là-bas, ça prend 10 ans. On a recruté les enseignants ici, mais c'est l'augmentation des matricules, leur donner des matricules, etc. C'est ça qu'on appelle la mauvaise gouvernance. Et Assir a dit non, si on n'a pas réglé le problème national, c'est pas grave. N'interdisez pas aux gens de régler leurs petits problèmes sectoriels. Ils sont donc partis régler leurs petits problèmes sectoriels. Ils sont retombés dans la mauvaise gouvernance parce que ils sont au ministère de la Recherche. Ils ne sont pas à la fonction publique. La fonction publique est mal gouvernée là-bas. Il faut ensuite aller aux finances où il y a une autre mauvaise gouvernance. Et patati et patata. Assir, son discours est nocif. Pour la lutte, c'est nocif. Les chercheurs sont victimes de la même chose que les enseignants, de la même chose que les juges, de la même chose que les commerçants. Ils sont victimes d'un pays qui est mal gouverné. Et essayer de régler les problèmes de manière sectorielle, c'est ça qui nous autorise à dire qu'ils ne sont pas dans du syndicalisme orthodoxe. Ils sont dans un syndicalisme dirigé parce qu'ils attendent la veille des élections pour poser des problèmes qui datent de depuis. C'est clair maintenant, Elie Bilobé, c'est clair maintenant. Maître Assira, on est d'accord, c'est clair maintenant. Non, il n'a pas compris. Il a compris, Maître Assira. Après la photo de famille, il a compris. Je pense que la seule chose que je voulais indiquer à M. Toute petite chose, oui, vraiment toute petite, c'est que nous allons devoir reprendre les échanges que nous avions souvent, lui et moi, en dehors des plateaux. Peut-être qu'on se comprendra un peu mieux. Vous nous rendez compte. Je n'ai pas le sentiment d'avoir dit le contraire de ce que lui il est en train de dire. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, moi, j'invite les gens à la lutte collective. Vous allez garder la parole, Maître Assira, parce qu'on va entrer dans la seconde thématique de mise en bouche. Les Camerounais ont l'impression, avec le retour du Conseil de discipline budgétaire et financière du contrôle supérieur de l'État et les différentes déclarations qu'on a entendues, qu'il y a une sorte de conflit de compétences entre le Consupé et la Chambre des comptes. C'est possible d'envisager ce conflit de compétences-là? Non, il y a un conflit de compétences, mais qui n'est pas un conflit légal. Parce que moi, il m'a semblé que la loi avait réglé et attribué de façon tout à fait précise à la Chambre des comptes la connaissance. Je vais vous donner la lecture du texte parce que je l'ai cherché un peu. C'est mieux. Vous avez, c'est l'article 41 de la Constitution qui dit la Chambre des comptes. La Chambre des comptes est compétente pour contrôler et statuer sur les comptes publics et ceux des entreprises publiques et parapubliques. La Chambre des comptes. Elle statue souverainement sur les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions inférieures des comptes. Elle connaît de toute matière qui lui est expressément attribuée par la loi. Donc, et d'ailleurs, au demeurant, vous allez constater que une décision relativement récente, je crois d'octobre 2024, de la même Chambre, a décidé de dessaisir le Consupé qui le faisait jusqu'ici pour se réapproprier la compétence qui lui a été donnée sans qu'aucune autre juridiction n'ait reçu la même attribution. Mais il se trouve que avant l'entrée en vigueur de ces dispositions, c'est le Consupé qui faisait office de juridiction des comptes et on a fini nous-mêmes par s'y habituer, par s'y faire, jusqu'à ce que nous ayons ce rappel à l'ordre. Donc s'il y a un conflit, ce qui est la réalité aujourd'hui, ça ne peut être qu'un conflit, on va dire de fait, qui n'a rien, puisque, tel que je viens de vous l'indiquer, vous n'avez pas une compétition entre deux textes qui disent l'un le contraire de l'autre. Alors est-ce que cela, Elie Bilobé, n'interroge pas l'existence du contrôle supérieur de l'État finalement? Nous sommes encore là devant un acte, une situation qui traduit la mauvaise gouvernance. Les 42 ans du président Biya ont une caractéristique permanente qui rend compte de la manière dont l'individu est formé lui-même. Le président, sa formation intellectuelle, spirituelle. Le président est un fonctionnaire au départ. Et en tant que fonctionnaire, sa manière de penser les solutions,
ça a été de multiplier les administrations. Il y a des problèmes de corruption. On crée une pléthore d'institutions chargées de lutter contre la corruption. Il y a des problèmes de protection du bien public, de la fortune publique. On crée une pléthore d'institutions. Conjoupé, ça contrôle les entreprises, non? Les ministères, non? Les services publics, non? La Chambre des comptes, ça fait quoi? Ça contrôle les ministères, non? Ça fait les rapports pour dire qu'ici on a mal géré. Ici, il faut mettre les gens en débat. Ils doivent rembourser là-bas, etc. C'est la même chose, non? Ils sont en train de lutter contre. Quelle est la différence spécifique? Avant de créer la Chambre des comptes, on avait déjà le Consupi, qui est un très vieux ministère, qui a eu à changer plusieurs fois le nom des délégations générales, quoi. Les Ndamjoya, ils ont été là-dedans. Réforme administrative. Réforme administrative, oui, c'était, non. C'était contrôle général. Contrôle supérieur de l'État. C'était à l'époque une simple direction. Bon. Donc, on a cru que quand on veut combattre un mal, par exemple, les mauvais choix des prestataires pour les marchés publics, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé des ministères des marchés publics, on a créé des délégations des ministères des marchés publics dans les différents services de l'État. Résultat, pour passer un marché, il y a un spécialiste de la finance, Mpanjo, qui vient d'écrire un article qui est paru dans les réseaux sociaux, un article extrêmement intéressant, où justement, les données de la Chambre des comptes établissent que pour passer un marché, il faut 11,3 mois. C'est-à-dire que si tu commences un dossier en janvier, en fin octobre, que tu n'as pas fini, tu n'as pas encore eu l'opportunité d'acheter les tables pour mettre dans une salle de classe. Là où en Côte d'Ivoire, il faut 3 semaines. Hein? Bon. Il faut préciser. Quand on a commencé cette affaire de marché public, Mbouy était encore vivant, qui avait été ministre de l'Éducation. Oui. Il a dit, laissez-moi tout ça. Pour acheter les bancs, pour mettre dans une salle de classe, je dois aller demander à un ministre qui est à Yaoundé. Vous avez entendu mon très estimé François Bikoro. Non, pas Bikoro. La semaine dernière, Essomba Bengono. Oui. Vous avez entendu comment Essomba Bengono a fait l'exégèse et surtout l'apologie du retour de collecte des impôts locaux aux services centraux. C'est-à-dire qu'il explique que ce sont les maires. Oh, les maires là, c'est 309 maires RDPC qui ont demandé que les impôts locaux soient désormais collectés par les services des impôts, des services financiers que nous connaissons. Et on lui a rappelé ici que c'était un grave retour en arrière. C'est-à-dire que le régisseur, comment on l'appelle, le receveur municipal, qui est chargé d'aider le maire à organiser le travail de la collecte de ses impôts dans sa commune, lui-même ne fera plus le boulot. D'accord. Il attendra. On a suffisamment parlé sur cette question dernière. J'avais aujourd'hui. Je me ferai le mal. C'est le résultat de quoi? Ce qui apparaît aujourd'hui. Ce qui apparaît, c'est le résultat de ce que nous sommes en train de dire. Ils se tirent dessus. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous imbibés de la centralisation. Qui contrôle? Qui est au cœur? Le Conjupe n'accepte pas que la Chambre des comptes a une existence constitutionnelle. Donc, a priori, elle devrait donc être supérieure. Le Conjupe est un organe ministériel. Un président peut même venir demain, dans la formation de son gouvernement, faire disparaître le Conjupe. Oui. Prendre cette mission-là, la donner définitivement à la Chambre des comptes, n'est-ce pas? Et pour autant, les choses seront faites. Les enquêtes seront faites. Les propositions de sanctions seront faites, etc. etc. Donc, nous sommes ici en face d'une manifestation tangible du système du président. Le président, pour lutter contre la corruption, il a créé la il a créé la NIS. Il va même peut-être créer d'autres. Il faut lui proposer on a compris l'essentiel.